Ok, Alors, j'accepte. bonjour à tous pour le 13e épisode de Autour du traducteur. Mon invité est David Mendes. Bom dia, David. Tudo Bom bem? dia, tudo bem? Obrigado. Bem-vindo ao meu podcast A tua vez, o tradutor. Alors, je me permets d'accueillir mon invité en portugais qui est très rudimentaire, mais que j'ai quand même un peu appris parce que je suis allée au Brésil il y a quelques semaines. Et je sais qu'au Portugal, toi, tu es originaire du Portugal. On ne Du parle pas Portugal, tout à oui. fait le même. C'est un peu comme le français de France et le français canadien. Est-ce que c'est ça? Exactement. Ouais, oui, c'est le même phénomène. Ça va être un portugais. Déjà, je pense que l'accent, je pense non, l'accent brésilien ou les accents brésiliens, parce qu'ils Les varient quand accents. Oui, même, oui, exactement. sont différents. Ils sont plus colorés, peut-être par la proximité avec l'espagnol qui est parlé dans l'Amérique du Sud. Ah, d'accord. Le portugais du Portugal, c'est beaucoup plus monotone. Et no OK. Brasil, tem falar assim, né? Ah, c'est Tu ça, reconnais, hein? Brasil. Et moi, j'ai appris l'accent de Rio parce qu'à Sao Ah, Paulo, do ils disent Rio. pas les S. De C'est la pour même ça que j'ai façon. dit podcast, parce que je pense qu'à Sao Podcast. Paulo, ils diraient podcast. Podcast. Et au Portugal. Euh, C'est et- vrai, c'est vrai. Le ah, Brésil, c'est c'est ça. énorme. Donc, ah oui, oui, Ah, ça varie beaucoup. Mais oui, ils ont gardé plein de mots et des syntaxes, des détails de syntaxe que le portugais maintenant moderne n'a plus. Et c'est un peu, oui, le même phénomène que le français du Québec et le français de France, avec la particularité que c'est en Amérique du Sud et qu'il y a de l'espagnol tout autour et que je pense qu'il y a eu une pollinisation croisée là. oui, forcément, effectivement, la proximité comme nous. Et d'ailleurs, qui m'amène à te poser la question, quand tu es arrivé au Québec, le français, tu es très, très à l'aise. Et comment tu as trouvé ça? T'es-tu étiré l'oreille pour comprendre les premières semaines notre accent? C'est intéressant parce que tu me tends la perche à raconter une histoire de mon jour, le premier jour où je suis arrivé à l'aéroport. Je prends le taxi et, et tu vas rire là, mais sur la route, l'autoroute qui vient vers Montréal, il y a une annonce de côte levée. Tu vois une énorme côte levée et et ça disait, c'est écœurant. Et là, j'étais complètement perdu. C'est comme, waouh, leur sens de l'humour est vraiment étrange et du marketing. Bien sûr, par après, j'ai compris que c'était écœurant. C'est une expression qui ici veut dire c'est très, très, très bon. Mais ça, c'était ma première expérience de ouf, il y a quelque chose qui a changé ici. Après, au labo où j'étais, à l'université McGill, quand en faisant mon doctorat en biologie cellulaire, une des personnes, donc de la technicienne du labo, avait un accent un peu plus serré ou typé. Et là, je pense aussi qu'elle faisait un peu exprès de Ah, me sortir il y en a, oui, des oui, phrases oui. où je comprenais pas. Au début, là, pour un peu me challenger, mais ça m'a permis d'apprendre aussi la sonorité et les expressions qui, en effet, il y a des recoupements, bien sûr, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après, il y a des belles différences aussi. Effectivement. Et aussi, il y a des sonorités qui ont disparu justement en français de France, comme tu me Mhm. parlais pour le Portugal et le Brésil. Alors, il y a entre autres les A puis les un, que nous, on a gardé le un, le brun, qui n'existe C'est vrai. plus en français, c'est des brins. Ouais, Alors, c'est vrai. veux pas, il faut, faut apprendre à nous, c'est naturel. Alors, C'est vrai. c'est ça. Donc, c'est assez compliqué. Pour Oui, quelqu'un qui arrive ici, là, puis qui arrive, comme tu dis, là, prendre le taxi, puis qui voit des choses surprenantes. vraiment. Alors, c'est ça, donc, ça a été le premier pas, t'habitues un peu à notre accent. Puis après ça, quand tu es arrivé ici, c'était pour ton doctorat, que c'était C'est déjà ça. tout, tu savais avec qui tu allais travailler, ton Oui, projet et tout. oui, j'avais visité quelques labos et je suis revenu. Donc, cet épisode, c'est quand je suis revenu vraiment pour là rester quelques temps. Et donc, à la fin, c'était 5 ans, 6 ans, OK. pour faire la partie labo de mon doctorat. Donc, moi, je venais d'un programme doctoral de l'Université de Coimbra au Portugal. Mhm. Et c'est au sein de ce programme-là, et c'est ce programme-là qui m'a décerné mon doctorat par après, je suis venu comme visitant, comme étudiant
Oh mon Dieu, étudiant, wow. Étudiant, Étudi- é- étudiant, Étudiant en visitant, oui, OK, OK. à l'université McGill. C'est ça. Et donc, je suis resté, j'ai dû faire renouveler mes permis d'études, je sais pas combien de fois pour faire tout mon doctorat ici. Et on Mais fera une petite parenthèse hein, sur le mot étudiant parce qu'on oui, va s'en parler tout à l'heure que ah oui, ça devient comme un petit piège quand on est au doctorat puis qu'on se présente comme un étudiant. ah oui, je vais Euh, en parler volontiers. on C'est va en quelque chose parler tout à que, l'heure, oui, effectivement. oui, oui, Et là, tu t'es retrouvé donc ici à temps plein. Là, oui, tu allais voir ta famille de temps en temps, mais tu vivais exactement, essentiellement ici, là. Et exactement. tu as fait ta thèse en français ou en anglais? En anglais, à En l'université anglais, McGill, OK. en anglais. Et même au Portugal, le programme où j'étais, il avait commencé une année avant, on avait eu des séminaires et tout était en anglais déjà. Ah oui. Et oui, il y avait des profs, des professeurs invités qui venaient nous donner des séminaires. Et ils venaient souvent, certains du Canada, certains des États-Unis, d'Angleterre. Donc, et c'est ça, dans le domaine des sciences de la vie, les Mhm. publications sont en anglais surtout. Et c'est ça, maintenant, que je sais, tu sais, quand je pense aux cohortes qui sont venues après, tous ces étudiants-là qui sont au moins dans ce programme-là, mais j'ai l'impression qu'au Portugal, euh, dans ce domaine-là des sciences de la vie, c'est comme ça, tout se fait en anglais, ou du moins, comme on publie en anglais, tout ce qui est communication, que ce soit poster, présentation ou article, ou etc., la tendance, ça va être que ça soit en anglais. Est-ce que la terminologie, moi c'est la traductrice qui parle là, Oui. est-ce que la terminologie existe aussi en portugais? Tout ce Oui, que... OK. la terminologie existe en portugais. Après, c'est sûr que au jour le jour, on se parle en portugais. Après, mais cela dit, il y a des étudiants étrangers. Donc, quand il y a un étudiant Hmm. étranger dans un lab, on Encore va là, parler. c'est en anglais. C'est Mhm. la lingua franca, ça va être l'anglais. Mais après, il y a des revues scientifiques portugaises en portugais. Il y a, oui, comme tu mentionnais, il y a des termes établis pour toutes ces choses-là, Parce comme en que, en fait, français. nous, c'est un peu le problème qu'on voit, c'est qu'au Québec, ben, on est dans une mer anglophone, donc on a tendance à protéger notre langue. Et on voit qu'en français de France, notamment en informatique, puis c'est pas juste en France, là, au Brésil, c'est la même chose, en Italie, c'est Mhm, la même mhm, chose, tout est en anglais, puis c'est mhm. computer, c'est tous ces Alors, termes-là. C'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que au Portugal, c'est un peu comme en France. Moi, si je Mhm, pense à la biologie cellulaire, euh, quand on veut amplifier des des brins d'ADN, mhm. on va utiliser des amorces. Et en anglais, le terme, c'est des primers. Ouais, Et je me souviens qu'au Portugal, on disait des des primes. C'est comme si en primers. français, je disais des primers. Et OK. donc, il y a un mélange des deux, mais j'ai l'impression que ça dépend aussi des domaines. Par exemple, si tu étudies en, je sais pas, agronomie, des choses moins labo, moins techniques, il y aura plus de terminologie portugaise qui va sortir. OK. Si tu es plus dans, c'est ça, je fais du séquençage, euh, en tout cas, tu es plus au labo, dans un laboratoire et à faire de la biologie moléculaire, etc. Eh bien, la tendance, ou même informatique, c'est ça, C'est comme ça, hein, technique de c'est l'information, ça va, technologie de effectivement. l'information. L'anglais, il prend le dessus. Les termes en anglais prennent le dessus. Ouais. Tu vois, nous, au Québec, on a, parce que l'intelligence artificielle, c'est tout est en anglais dans Oui, l'ensemble, partout. Et au Québec, on a un site qui s'appelle Data Franca, qui est un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal, qui OK. justement, c'est pour créer et diffuser la terminologie de l'intelligence artificielle en français. Alors, OK. c'est ça, mais c'était un de mes invités justement il y a quelques semaines, puis je lui ai demandé, est-ce que ça se répand? Est-ce que ça prend sa place ailleurs dans la Hmm. francophonie? Ça semble, en tout cas, difficile, là. Mais c'est là, en tout cas.
on surveille un petit peu là, ce qui se passe. Puis Oui, pour revenir à ton parcours professionnel, c'est ça. Donc, tu as fait ta recherche et tu as terminé ton doctorat. Et là, ça a pris un certain temps avant que tu démarres ton podcast. Alors, ah oui, premièrement, oui. quel était comment tu as terminé ton doctorat, puis je pense en 2010, puis en 2010, 2019, tu as lancé le podcast. à papier, c'est ça, C'était exactement. quoi ton cheminement? Qu'est-ce qui a amené euh, Oui, c'est une question intéressante. C'est vrai que c'est 9 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. La fin de mon doctorat était difficile. mhm, Le fait d'être ici, loin de comment dire, mon filet de sécurité sociale, donc mes amis, etc., au Portugal, loin de la famille aussi, a eu un certain poids sur ça. Mais aussi, j'ai mentionné que j'étais étudiant visitant. mhm. Et ça aussi, c'est quelque chose que si je retournais en arrière, j'aurais fait tout le possible pour ne pas être dans un statut un peu flou comme ça. Parce que ça a aussi eu des impacts. Mais à la fin du doctorat, pour faire ça court, le modèle animal que j'utilisais était imparfait, disons ça comme ça, n'a pas donné les résultats clairs et publiables. Et donc, j'ai fini le doctorat sans article. Mhm. Ce qui, dans mon domaine, en tout cas pour moi, je l'ai pris OK, c'était un échec. Même si j'ai eu mon doctorat, Mhm. euh, le fait de ne pas publier a fait que je me suis senti en échec et je me suis senti pas en mesure de dire je vais continuer mon rêve, disons, d'être professeur à Juste l'université. une question, parce que Oui. c'est moi aussi, je suis passée par les mêmes étapes ou à peu près. OK. Est-ce que tu as publié quand même ta méthode de recherche? Parce que si je me rappelle bien, on peut faire un doctorat en plusieurs publications. Avais-tu Mhm. quand même fait des publications sur ton projet de recherche avant de parler des résultats là, qui n'ont pas été à la hauteur de tes attentes, là, c'est ça? C'est une très bonne question. C'est pas quelque chose qu'on m'a proposé ni mentionné à l'époque. J'étais en mode éteindre des feux jusqu'à la fin, Hmm. essayer d'avoir quelque chose. Mais par contre, 5 ans après ma défense, ma soutenance et 6 ans après ma soutenance, il y a 2 articles qui sont sortis avec mon nom dedans, qui ont découlé de ce que j'avais fait. Hmm. Donc, et je l'ai découvert un peu comme ça par surprise, parce que une des revues m'a contacté parce qu'il fallait mon autorisation, en tout cas, que j'autorise à la Oui, publication avec mon effectivement. nom. En fait, c'est un moment émotif pour moi parce que personne ne m'avait rien dit. Mais donc, oui, j'ai publié plus tard, disons, hein, et Oui. pas en premier auteur, bien sûr. Mais non, à l'époque, non, je n'ai pas publié de méthode ni rien. Et en même temps, je n'ai pas créé de méthode en soi. J'étais en train d'utiliser des méthodes et des stratégies connues pour répondre à une question particulière. Donc, ça aurait été peut-être pas simple Ah de d'accord, faire de ça. publier, là, effectivement. Non, c'est ça. Moi quand ça n'existait pas, la publication, il fallait faire d'abord notre thèse, puis publier une fois terminé. Et Terminé, ça a oui. été justement le problème, c'est que là, je croulais sous les dettes d'études. Alors là, ça a été de Voilà. trouver du travail. Alors, j'ai publié peut-être une ou deux fois, puis après ça, ça a été Mhm. terminé. Quand j'ai vu que ça prenait une autre tournure, c'est-à-dire que là, on faisait des publications, on n'a plus de thèse, mais des publications, je me suis dit, ben bravo, déjà l'étudiant, ne pas dire l'étudiant, là, je dis le chercheur ou la chercheure, a au moins trois articles à son Voilà. actif en terminant. Là. Mhm. C'est ça. En tout cas, je prends sur moi beaucoup du pourquoi d'avoir eu cette expérience difficile. Mhm. Mais après ça, donc, plusieurs choses. Donc, je sentais que le chemin vers être professeur, c'était désagrégé, mais aussi, Mhm. j'étais avec ma conjointe, avec qui j'ai fondé une famille depuis, et aller faire des post-docs dans d'autres villes ou dans d'autres pays, c'était plus quelque chose non plus qui était attirant pour moi. Et donc, la vie, c'est toujours un mélange de choses, hein. C'est pas toujours Mhm. 100% clair ou Ouais. 100% noir ou blanc. Mais donc, vers la fin, pendant que je rédigeais, je cherchais qu'est-ce que je peux faire avec mon profil et avec mes forces. La première chose que j'ai trouvée, c'était du tutorat à distance pour
une commission scolaire dans les cantons de l'Est, que j'ai fait pendant presque un an. Et après, en continuant à creuser, à savoir que devenaient certaines personnes qui étaient au labo où j'étais, dans l'institut où j'étais, et qui étaient sorties qui travaillaient dans des entreprises, qu'est-ce qu'elles faisaient, mais j'ai découvert le domaine de la rédaction médicale, qui est Mm. un marché assez fort ici au Mhm. Québec. Je ne sais pas si particulièrement à Montréal, mais du, il y en a des agences qui travaillent avec des grandes pharma. Mhm. Et euh, parce que une de mes forces, disons, de toujours, c'était les langues. Mhm. D'ailleurs, j'ai fini mon secondaire au Portugal dans l'enseignement français et quand tu C'est arrives en là le première, français. J'ai le oublié de te français. poser la question, Ah oui, quand est-ce qu'est mais arrivé le français dans ta vie? Au fait, je suis né en français parce que mes parents étaient Ah, réfugiés politiques en Belgique. Le Portugal était une ah, dictature dans les années 70 et ils ouais. étaient en Moi, je me Belgique. rappelle, Et, ouais. et leur idée, c'était on va parler en français à nos enfants. Les deux, ils parlaient assez bien le français. Et Mhm. donc, j'ai appris le français comme langue maternelle. J'ai appris le Ah, portugais par après. Et en tout cas, mais là, on retourne vraiment beaucoup, beaucoup en arrière. oui, oui, Mais oui. quand il s'agissait d'aller en première dans le centre d'enseignement français, vraiment, il fallait. Mon choix, c'était entre les sciences et ce qu'on appelle au Portugal les germaniques, en tout cas les langues, parce que j'étais bon en allemand, bon en anglais, et mes parents m'ont poussé vers les sciences et on dit les langues, tu feras ça, tu trouveras une façon de les faire plus tard. Et bon, ça viendra dans un chapitre à venir, OK. mais donc un premier, comment dire, tournant vers les langues, c'était cette idée d'aller faire de la rédaction dans le domaine médical en anglais. Mhm. Euh, sur plusieurs domaines, et j'ai fait presque 5 ans dans cette compagnie-là. Et après, ça, en tout cas, après 5 ans, je voulais changer. J'avais aussi il y avait notre deuxième enfant qui s'en venait, et c'est là que je me suis tourné vers la traduction. Et là, j'ai vraiment fait ce que mes parents ont dit, qui c'était après toutes ces années, eh bien, là, C'est je reviens aux ça, langues. exactement. Tu l'as réussi. Mais, euh, mais donc, et là, et après, bon, j'ai fait un certificat à McGill pour ces traductions Médical. anglais vers le OK, français. oui. Euh, mais ça, je suis en train d'un peu résumer les 9 années, mais comme ça a été difficile pour moi au doctorat, euh, et comme en tout cas, je soupçonnais pas, je pensais, ou en tout cas, je partais du principe que c'était de ma faute, en tout cas, que la responsabilité Mm. était à moi. J'ai été surpris quand on m'a invité à différents panels carrière Mhm. pendant ces 9 années, de Mhm. voir que non, c'était pas juste moi. Il y avait quelque chose dans le système, dans le Mhm. processus doctorat et dans la culture doctorat qui faisait que ces jeunes chercheurs et chercheuses qui étaient vers la fin, il y en avait beaucoup qui étaient dans l'angoisse je suis finalement, aller monter un lab, c'est peut-être pas ce que je veux faire, mais est-ce que le marché du travail veut de moi? Et, euh, Mhm. et la genèse du pourquoi de lancer Papa PhD, elle vient de là, de dire, mais finalement, c'était pas juste moi, il y a toute une communauté de gens, ces jeunes Mhm. chercheurs et chercheuses doctoraux et doctorales, Mhm. il y en a un 15% qui a une place comme professeur éventuellement. 15. À- Voyons donc, toi. ouais. Hey, Ben oui, c'est ça, je 15 pensais, oh, j'ai jamais pensé en ça en termes de en moyenne. pourcentage. Ah oui, oui, Ah oui, 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 puis tout, c'est là, tu très peu. parles tout programme confondu, Tout là. programme Tout à confondu. C'est sûr que dans les fait. sciences humaines et sociales, il y a plus de gens qui arrivent donc, à rester à l'université, même s'ils sont pas professeurs agrégés. Il y a plus, en tout cas, ce C'est que j'ai compris, plus c'est que facile, c'est plus facile de semble-t-il. rester quand même dans la recherche et à l'université. Mais dans les autres domaines, ça peut aller de 5, 10, 12% Ah! facilement. Tous ces Et, efforts-là pour avoir 5 des chances d'avoir un et c'est poste. ça. Ah, Et c'est pas ça, vrai. personne nous le Personne dit ne le quand on dit. rentre Non, non, dans des non, non. programmes. Non, non, c'est ça. Ouais, et c'est pour ça qu'un des messages que j'essaye de passer maintenant, et je viens d'être interviewé dans cet angle-là, c'est
pourquoi la société a besoin des doctorants. Parce qu'il ne faut pas arrêter d'en produire des Mais doctorants. non, mais non. Mais il faut améliorer le passage de j'ai mon diplôme à j'ai un emploi qui me satisfait et où je sens que je contribue à quelque chose de plus grand. Je vais t'amener vers quelque chose parce que j'écoutais avant parce qu'on s'est parlé hier, puis j'ai écouté Oui, un petit peu de l'entrevue avec Mark Reed, le passage justement oui. sur la echo chamber. Mhm. C'est ça le risque quand tu te retrouves vers la fin, que tu es très isolé parce que puis tu travailles tout le temps, tu te retrouves dans ce que tu appelais poétiquement, c'est ce que Mark Reed dit, j'aime beaucoup la Mhm. poésie, l'appellation poétique que vous avez utilisée, echo chamber, cette espèce de conversation négative avec toi qui Mhm. peut amener jusqu'à un suicide. Je Ah, pense que vous avez parlé de on a cette, parlé de suicide, oui. en tout cas, de dépression, d'épuisement professionnel, comme tu en as parlé avec Özgun Ünver en Oui. mars Ah oui, 2023. oui, Donc, le suicide, disons, on espère qu'il n'y en a pas trop, là, mais ça peut dégénérer jusque-là. Donc, c'est oui. très important ce que tu fais, là, Oui, justement, ben pour. merci. Merci. Et oui, le suicide, je pense que j'ai lu dans, je ne sais pas si c'est Affaires universitaires ou une version américaine du même type de publication. Et la nouvelle de quelqu'un qui a dit, ça y est, je suis en échec, Je je suis un suis... échec Ouais, et je m'enlève la vie. c'est Et ça. c'est triste, je pense que ça arrive beaucoup. Et comme tu dis, Mhm. l'isolement, des fois, il y a plein de monde autour de nous quand on est dans un institut de recherche. Ben Mais oui, c'est c'est ça. l'isolement dans notre tête et dans nos émotions et dans, comme tu dis, dans les mots qu'on se dit, quand on se lève, quand on se couche. Et, en tout cas, on parlait dans la préparation d'entrevue de l'importance d'avoir des activités et moi, je dirais même une communauté en dehors de sa recherche. Mhm. Et je pense qu'une des utilités, c'est ça, c'est de ne pas être seul et d'avoir de ne pas laisser ces mots-là et ce critique intérieur qui peut commencer à être très prépondérant et à étouffer le reste, de le laisser grandir et de se dire non, le doctorat, là, J'aurais oui, un vas-y. commentaire à faire aussi par rapport au suicide parce que je me suis intéressée à la différence entre les hommes et les femmes dans Ah, ma propre recherche parce que il fallait voir si le cerveau, parce que nous, en traduction, tu dois le savoir, on est à peu près 75 de femmes et 25 oui. d'hommes. Et il y a une raison physiologique là-dedans, et puis hormonale et tout. Et Mhm. je me demande, puis ça m'a amené à un moment donné à me dire, parce que je sais qu'on parle pour utiliser une image qu'on entend souvent, le cerveau masculin est plus compartimenté que le cerveau féminin, ce qui donne une aisance, sans doute un atout pour les femmes. C'est parce qu'elles sont mères, on est Oui. fait pour donner naissance, donc c'est des raisons biologiques. Mais pour Mhm. revenir au suicide, c'est ça, ça m'a comme dit, c'est que quand tu es rendu avec ce echo chamber, ce mécanisme-là, pour un homme, ça doit être plus difficile d'en sortir en Oui. général. Là, on parle en général, là, je ne parle pas de cas particulier, que dans le cerveau féminin où tout est plus interconnecté. Ah Est-ce que oui. ça peut, parce qu'il y a plus d'hommes qui passent à l'action que de femmes. Ça, C'est sûr. c'est connu. Je Est-ce, suis, je, est-ce que tu es ça, d'accord avec ça? je suis d'accord avec ça, ça a beaucoup de sens. Je pense même culturel, à part physiologique, même culturellement. C'est sûr que, bon, là, on est au Québec. Moi, j'ai quand même grandi au Portugal et c'est beaucoup une culture pour les garçons, là, Mhm. pourquoi tu pleures? Tu sais, il faut pas pleurer, il faut être dur, Oui, oui. faut être fort, on ne parle pas de nos émotions, etc., etc. Mais quand on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'en parle juste à nous. Et après, il peut avoir des idées noires, il peut avoir des idées invasives et qui, dans le fond, comme je disais, étouffent après ce qu'il peut y avoir de bien dans la vie. Et c'est ça. Et quand on est en plus loin de notre pays, loin de notre famille, notre père, notre mère, nos amis, Mhm. on a de moins en moins de chances d'avoir quelqu'un avec qui on peut s'ouvrir. Moi, je pense que oui, même culturellement, il doit y avoir une raison Donc, il y aurait comme des facteurs qui se conjuguent, autrement dit. qui Il se y aurait la conjugue, c'est sûr. physiologie,
puis la culture. Donc, si on travaille sur la culture, justement, pour Mm. permettre aux hommes de s'ouvrir, de présenter leur mal-être à d'autres, Oui, on démontre ce mécanisme-là, là, on peut, oui. et c'est ce que tu fais avec le podcast, là. Et j'essaye, j'essaye. Mhm, C'est intéressant parce que j'ai plus de femmes invitées. C'est quand je regarde, je fais les statistiques, mhm, il y a moins d'hommes. Mais en tout cas, moi, quand on me pose les questions, j'essaye d'être, de ne pas, euh, m- comment dire, montrer juste une image de moi, de perfection, de bonheur, de succès. mhm, Parce que, en tout cas, moi, je crois profondément il- que c'est pas salutaire. Deux, c'est pas la vérité. On n'est pas des mhm, comptes Instagram. On a des bonnes journées, des mauvaises journées, qu'on soit mhm, femme, qu'on soit homme, qu'on soit mhm. dans tous les autres maintenant. Et, en tout cas, possibilité d'exister dans cette société, de comment on s'identifie. Mais je pense que c'est intéressant, tu me fais penser à, quelque chose que j'ai jamais mentionné parce que ça sonne psychopop un peu, mais je pense que dans ma vie, euh, d'être... mon Dieu, j'ai comme peur de dire le terme parce que c'est ça, c'est psychopop un peu. Mais je j'ai pas peur de peut-être faire, faire transparaître un côté plus féminin Mhm. mm, dans comment je suis dans des conversations. Et je pense que ça, c'est aussi une des raisons qui m'a amené à continuer à faire Papa PhD. C'est de me mettre non pas dans, je suis, je veux pas promouvoir mes idées tant que ça. Je veux écouter ce que les gens ont à partager. Et j'ai pas de problème à être dans la vulnérabilité. Tu es à l'aise dans cette dimension-là de ta personnalité, et Oui, tu la vis justement avec le podcast, le balado que tu Papa je pense PhD. que oui. Je pense que oui. OK. C'est drôle, tu m'as amené à réfléchir à ça. Et maintenant, je suis comme un peu C'est bon, dans ma tête, mais oui. ça va partir une réflexion pour la journée. C'est ça. Alors, c'est ça, c'est ça, si on revient sur un sujet un petit peu plus Oui, léger que tu cites, mais quand même les problèmes avec Özgun Ünver, qui est d'origine turque, qui vit oui. actuellement en Allemagne, si je comprends bien. Elle était en Allemagne au moment de l'entrevue, mais elle vit en Belgique. Elle est en Belgique, OK. Donc, elle parle français aussi. Mon Dieu, je vais Elle doit l'inviter. parler. Je vais l'inviter. Très Je bonne sais idée. pas. À moins qu'elle parle flamand, c'est une possibilité. Ah, c'est vrai. Alors, elle parlait de 3 facteurs de risque liés au burn-out. Puis c'était parce que moi, je m'intéresse aussi au bien-être des traducteurs, donc à l'épuisement professionnel, mais dans la perspective de la traduction, Dans des la conditions traduction, de oui. travail dans lesquelles on évolue. Et ce que je trouvais important dans cette conversation-là que vous avez eue tous les deux, c'est qu'elle énonçait les 3 dimensions, les 3 piliers ou les 3 facteurs de risque. C'est Mhm, premièrement, parce que tu parlais beaucoup, ah, c'est moi qui suis responsable. Puis mhm, dans le burn-out, c'est justement, on a un type de personnalité qui est à la fois une force et une faiblesse, hein. Elle mhm. parlait qu'on est des personnes ambitieuses. Oui. Alors, on Un- a tendance à mettre ça sur nos épaules, hein. Une ambition et un perfectionnisme Oui, qui peut être un atout, mais qui, si ça sort un peu hors de contrôle, ça peut nous jouer des tours, en effet. quand on tombe dans tout seul, isolé, tout ça, là, on Oui. devient. Puis elle, c'était son expérience aussi. Elle était loin, donc elle était loin de la Ouais. Turquie. Et après, dans cette évolution dans sa carrière académique, euh, de, et avec en plus, tu parlais de Mark Reed, mais Mhm. elle mentionnait en plus ce sentiment d'imposteur qui Oui, est... effectivement, c'était ma deuxième question. On va y revenir, Ouais. effectivement. Très Euh, intéressant. qui a fait que elle a commencé un processus de burn-out comme ça, mais je te laisse aller avec les deux autres piliers. Mais Ouais, j'ai trouvé ça super. Cette conversation hein, était ça avait été tellement, tellement vraiment quelque intéressante. chose. Puis le deuxième, c'était la vie privée, c'est-à-dire, et dans un cas comme celui de Özgun et le tien, ben, votre vie privée, familiale est réduite.
Mhm. Votre vie amoureuse, ben, ça peut aller ou comme ça peut Ou ne pas. pas aller, là, c'est Oui, ça. Et la vie professionnelle, ben, on s'entend le parcours de chercheur, là, c'est un oui. bon directeur de thèse. Mais Eusgun, elle avait un excellent directeur de thèse, Mhm. mais ce qu'elle disait, ça la nourrissait pas assez. C'est Exact. étonnant. C'est la première fois que j'entendais. Parce que moi, j'ai eu une directrice de thèse, mais ça allait pas bien entre nous deux. Fait que j'étais Mhm. contente quand je faisais des bouts toute seule. Puis là, Mhm. je l'écoutais parler, puis j'aurais rêvé d'avoir une directrice de thèse avec qui ça allait bien. Puis là, mais je me rendais compte que c'est pas tout d'avoir un bon directeur ou une bonne directrice de thèse, Mhm. c'est la communauté encore, hein? La communauté et après en conjonction avec les voix dont on parlait, les voix autocritiques et de se dire je suis pas aussi bon que de se comparer à parce que tu peux avoir une très bonne relation avec ton superviseur, avec ton Mhm. encadrant et continuer à te comparer à quelqu'un d'autre à côté ou au spécialiste dans le domaine ou même au doctorant, à la doctorante à côté de toi que Oui, selon ta oui. perception, ça marche tellement bien, puis elle publie donc beaucoup, etc., etc. Et, en tout cas, ça, c'est une réflexion intéressante, là. On- mais c'est drôle comment on... C'est un peu l'effet Instagram. On voit juste les gens de l'extérieur et on voit juste ce que les gens veulent montrer. Et, et souvent, on va se dire, eh, ça va tellement mieux pour elle que pour moi. Et si on était dans ses souliers et si on était proche de la personne, on saurait qu'il y a d'autres choses. Il y a toujours une face cachée de la lune et il faut avoir de la gratitude pour ce qui va bien dans notre vie et dans notre Oui, trajet à parce nous. qu'il y a le mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, le mot sacrifice, parce qu'il faut faire des sacrifices. Ah oui, ah oui, Donc, cette personne-là qui ça va si bien, ben, elle fait énormément de sacrifices, sans doute parce qu'elle est toujours sûrement. en train d'écrire des articles, elle est toujours dans un congrès ici et là. Donc, elle a Mhm. peut-être plus beaucoup d'amitié, Peut-être, elle n'a en pas de effet. temps, hein. Tu sais, c'est des choses comme ça Oui, qu'on ne voit pas, évidemment. qu'on ne voit pas, voilà. Mhm. Mhm. C'est ça, comme on les voit pas, on les met pas dans l'équation, et donc on se dit juste, hey, je suis vraiment pas aussi bon. Et même si mon encadrant m'apprécie, je Mhm. pense qu'il voit pas mes failles et mes manquements Et en tout ça, cas, ça mes t'amène, faiblesses. tu t'ouvres la porte pour le syndrome de l'imposteur, là, avec ça. Exactement. OK. Alors, c'est quoi le syndrome comment les chercheurs vivent ça, eux, le Les syndrome? chercheurs, moi, c'est intéressant parce qu'après plus de 220 épisodes de Papa PhD, je, je suis convaincu que, dépendamment de la personnalité de la personne, chaque Mhm. fois que tu changes d'espace, que tu tournes une page vers un nouveau chapitre de ton trajet professionnel, tu ouvres la porte au sentiment d'imposteur. Parce que c'est une nouvelle culture, un nouveau langage, des nouvelles personnes, des nouveaux barèmes. Et comme tu es désorienté, tu ne les as Mhm. pas, ces éléments-là, si tu es quelqu'un d'un petit peu autocritique, Mhm. tu vas facilement tomber dans est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je mérite d'être ici? Euh, Sûrement, c'est intéressant parce que moi, j'ai été accepté dans ce programme doctoral de Coimbra. J'étais le plus vieux parce que j'avais travaillé un peu après ma maîtrise. J'étais le plus vieux de la cohorte et tout. Et je, au début, je peux pas dire verbatim que j'ai pensé ces mots-là, mais en parlant avec Mark et avec tout le monde sur le sentiment d'imposteur, je me souviens de sentir comme il y a eu une erreur, il y a eu un problème clérical et ils m'ont accepté dans le programme. Et un jour, quelqu'un va comprendre, puis je l'ai vécu vraiment. Et donc, quand tu rentres dans un nouvel espace, quand quelqu'un t'accueille bon, déjà, si quelqu'un t'accueille, c'est bien parce que il y a un mentor, il y a une espèce de mentorat, il y a quelqu'un qui va avoir de la bienveillance envers toi et qui va te coacher ou je sais pas quoi. Mais quand on te donne accès à un nouvel espace, on te dit, voilà, ta nouvelle job est dans cet espace, eh bien, c'est là que le syndrome de l'imposteur arrive, tout simplement parce que on est, on n'a pas de GPS. On est dans. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive. Pour donner un Ah oui, ça exemple, pour m'arrive comme souvent. donner Oui. mais pour donner une métaphore, tu sais que quand tu vas quelque part en auto, je ne sais pas si tu conduis, et tu t'es Oui. jamais allé à cette place-là. Mm. En t'en allant,
tu as toujours le feeling de, hey, on arrive, je me suis perdu. Oui, Ça m'a l'air long. Et finalement, tu arrives et tu es comme, ah, OK, bon, ben, c'était un peu long, mais c'est psychologiquement, je veux dire. Et quand ouais, tu retournes, comme tu l'as fait le chemin, c'est comme si ça avait allé, c'est comme si tu l'avais fait 2 fois plus vite. c'est Mais vrai. c'est un peu la même chose. C'est quand tu n'as pas de repère, quand personne ne t'a fait le tour du propriétaire avant de t'accueillir dans cet espace, eh bien, tu peux, encore une fois, dépendamment de ta personnalité, te dire, est-ce que je mérite d'être ici? Est-ce qu'ils ont fait une erreur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était une erreur le fait qu'ils m'aient accueilli? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir ou pour me comparer à qui est déjà là, etc., etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, Mhm. et donc, c'est pas juste les académiques, là, c'est pas juste. Je pense qu'à chaque fois qu'on fait qu'on tourne de cap et qu'on se décide à faire quelque chose de nouveau, il y a une opportunité pour les petites, pour la voix de l'imposteur de gagner un peu d'importance et de nous faire sentir un peu anxieux, voilà, disons. Oui, c'est ça et l'anxiété, c'est quand même un moteur. Il faut pas penser, c'est quand ça dépasse les bornes là que Voilà, parce que l'anxiété, comme le c'est quelque stress. chose qui nous dit: «Ah, là, je suis dans un nouvel environnement, donc il faut que je sois plus vigilant ou vigilante pour Mhm, voir où sont les repères. Il faut que je me fasse des repères, il faut que d'abord que je me les construise, puis après ça que je les automatise et tout ça». mhm, Je sais quand je mhm, suis arrivée au Brésil, ça a été comme, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» Tu sais, c'était puis, au bout d'une semaine ou 2, ça allait là, mais, quand même, j'ai revécu ça, puis je pense que c'est sain aussi de vivre ça, de se mettre en mode changement parce que mhm, je le mhm. vois avec, le vieillissement de la population. Bon, on a beaucoup de troubles neurodégénératifs et Oui, puis oui. souvent, c'est dû au fait qu'on n'a pas de réserve cognitive, les gens. Nous les traducteurs, on a une bonne c'est ça, dans un épisode précédent, il y a monsieur Simard qui est venu nous parler justement de l'Alzheimer et il nous disait que OK. les traducteurs, on avait une bonne réserve cognitive parce qu'on est toujours en train, ben, tu le sais, Mm, tu changes, tu réfléchis, tu changes de domaine, même si toujours dans mm, le domaine médical, c'est toujours des textes différents. Alors, puis le fait de travailler dans 2 ou 3 langues aussi, on a les mm, mêmes, concepts, mais pas le même chemin pour, mettons, les mathématiques, que tu les expliques en français, ça ne sera pas le même chemin. Dans ta tête, tu vas sentir que mhm. si tu les expliques en portugais, c'est pas le même chemin, puis si tu Ah les non, c'est expliques en clair. anglais, c'est pas le même chemin. Donc, on se constitue une réserve cognitive, Ah, c'est vraiment, intéressant. très, très, très importante. Mm, Hem alors, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est sain, mais c'est inconfortable pour le moins à chaque fois. mhm, mhm. Puis justement, quand j'ai pris conscience de ça, ben, je me dis, je me parle plus doucement. Quand je Oui. sens c'est ça en fait la clé, hein, c'est encore là, on revient au discours qu'on Au se pilier. tient, au Ah. pilier. Ouais, c'est quoi qu'on se dit à nous là. Oui. Puis comment se parler avec cette petite voix-là qui dit, eh ben, qu'est-ce que tu fais là? Il faut Mm, l'amadouer, lui parler pendant cette période-là et c'est quelques heures ou c'est quelques semaines où ça oui. passe. Oui, et en tout cas, on peut avancer avec la conversation, mais je me demande si toi, peut-être tu as quelque chose à dire là-dessus, mais une des choses qu'on parlait avec Osgun, c'était la capacité d'entendre ce que notre corps nous dit et que souvent, on n'est pas, on n'est pas dans une culture où on a la pratique de faire ça. Tu sais, non, il faut suivre les règles, il faut suivre les ordres, il faut bien performer, etc. Mais être à l'écoute de cette anxiété, comment dire, en tout cas, trou C'est dans comme un l'estomac, signal ce petit d'alarme, froid là. dans l'estomac, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au creux, dans le ventre aussi, Ouais. là. Et- Ouais, Exactement. Qui peut être, si pour les personnes qui l'ont, cette sensibilité, ça peut être une aide à ce qu'elles, plutôt, elles se disent, OK, il y a quelque chose qui cloche là, il faut que je change quelque chose parce que ça va pas bien. Et si on n'est pas, on n'est pas syntonisé sur ça, eh bien, on peut avancer dans ce processus d'aller vers vraiment un burn-out, un effectivement. épuisement. Effectivement. Puis comme tu dis, avec les règles, ben, il n'y a pas beaucoup de place pour cette réflexion-là C'est ça. dans le milieu du travail, là, Ouais. effectivement. Et avec le rythme que le milieu du travail nous exige aussi de plus en plus, là. Oui, La effectivement. technologie, on pensait la technologie va nous permettre de moins travailler, puis finalement, non. C'est le contraire, effectivement. Effectivement. Est-ce Alors, qu'on est-ce qu'on avait fait le troisième pilier ou, le troisième pilier, c'était, ben, on a fait la vie privée, la vie ouais. professionnelle. Ah oui, alors la vie professionnelle.
C'est là que toi, tu as terminé, comme tu dis, ton doctorat, mais tu avais comme un Mhm. sentiment que tu n'avais pas atteint tes objectifs. Oui. Donc, ça a dû te gruger, là. Tu as dû Ah oui, travailler sur toi, là, pour ça. c'est sûr, c'est sûr. Ça prend longtemps. C'est drôle, hein, il y a quelques mois, quelqu'un m'a demandé, un jeune me demandait, puis est-ce que tu considères que tu es encore un scientifique? Et là, Ah, ça m'a ramené, tu sais, ça m'a ramené des émotions, puis je ne savais pas vraiment comment répondre. Et oui, je suis un curieux de la science, mais c'est drôle, hein, ce discours interne de l'échec, etc., est revenu. C'était vraiment un moment confrontant. Mais donc, oui, ça, j'ai eu du travail à faire, mais ce qui a aidé, ça a été de, de mettre un objectif de trouver une activité professionnelle où je sentais que je m'étais à profit. Et la première, c'était le tutorat. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, mon idée, c'était d'enseigner. Donc, ah, j'ai eu la ben oui. chance de Mhm, pouvoir, avec ce tutorat, de dire, je fais toujours quelque chose qui est en lien avec tout ce trajet d'études mhm, et de recherche. Euh, et après, et, euh, après, bon, c'était d'essayer de voir encore, comme je disais, où est-ce que les gens vont mhm, quand ils sortent leur maîtrise, leur doctorat ici à Montréal, et de voir, ah bon, mais finalement, dans cette compagnie, il y en a des PhD et des gens avec des doctorats et avec des maîtrises. Donc, ah, ben, le tissu socio-économique en a besoin de nous. Et c'était une réalisation qui m'a petit à petit permis de penser le bobo et de dire bon, mais finalement, j'ai une place et éventuellement, j'ai eu, comme avec les clients en traduction, ben, il y a des clients et qui apprécient ce que je fais et pour qui mon profil est un atout. mhm, mhm. Mais en tout cas, comme je te dis, il y a peu de temps, j'ai eu une conversation où le bobo, il était encore là. Donc, OK. c'est ça, c'est, comment dire, c'est grandir, hein, c'est un processus constant Mhm, et constant. guérir aussi, je dirais. Effectivement. Et parmi, justement, dans ta guérison, on passe par justement qu'il y a eu un moment où tu as dit, mais là, là, je fais le podcast. Là, c'est le Oui, temps. oui. Ah oui, alors là, oui. Il y a eu comme, Là, un petit oui, déclic, oui, un moment déclic. Et c'était donc 2019. euh, et c'est ça, juste avant l'arrivée de la la COVID, hein, pandémie, oui, juste OK. avant la pandémie, l'été avant. Euh, je, donc là, ça faisait depuis 2014-15 que je faisais de la traduction, donc à mon compte. Mais là, mon père au Portugal, pendant 6 mois, je suis pas allé, je suis resté ici, mais j'ai arrêté de faire de la traduction et j'ai travaillé avec lui pour l'aider sur un projet. Mon père, il est à l'âge de la retraite, mais c'est le type de personne qui veut pas vraiment être à la retraite. Donc, à, Je sais pas pourquoi, hein? à 70 et quelques, il voulait relancer une compagnie qu'on Ah, mon avait. Dieu. Et donc, on a essayé pendant 6 mois, ça n'a pas marché. Et après, dans cet intervalle entre, OK, on arrête ça et je reprends mes traductions et mes clients, il y a eu un flottement de Mhm. quelques semaines. Eh bien, c'est arrivé. J'ai vu un article qui disait pourquoi vous devriez lancer un podcast en 2019. Et fort de toute mon expérience dans les panels carrière, de voir les étudiants, de comprendre que finalement, ils traversaient des choses que moi j'avais traversées encore 10 ans presque après. Et aussi parce que j'avais du matériel d'enregistrement que Mhm. j'utilisais dans un autre contexte. Quand j'ai vu ce message, je ne sais plus si c'est un message ou une annonce ou quelque chose sur Facebook, ben ça, tout de suite, il y a une clochette qui a fait ding dans ma tête. Eh bien, je vais le faire. Je connais plein de monde qui ont fait des doctorats à côté de moi, sur la paillasse à côté de moi ou dans les labos à côté, et qui maintenant sont entrepreneurs, etc., etc. Ben, je vais les contacter et je vais les interviewer et on va lancer un podcast. Et l'objectif, c'était de permettre aux jeunes chercheurs, jeunes chercheuses au doctorat de s'imaginer dans d'autres choses que juste rester dans le milieu académique. Et Et pas arriver comment, à la fin du doctorat puis se demander qu'est-ce qu'il allait faire. qu'est-ce qui se Autrement passe dit, exactement? OK. Et Vulgariser et normaliser le fait que les gens ont d'autres carrières et sont
contents et se réalisent dans d'autres carrières autres que l'académique. C'était ça l'objectif initial, oui. C'est vraiment bien et comment est-ce que tu diffuses par le podcast? Est-ce que tu sens que ça a changé des choses dans le système d'enseignement universitaire? Est-ce que ça le message passe pour informer les Alors, candidats? je sens que les gens apprécient beaucoup le fait de Mmh. pouvoir écouter des témoignages directs de personnes qui ont vécu quelque chose qui ressemble à ce qu'eux, ils vivent en termes de Mmh. trajet. Après, je, je ne peux pas comme euh, dire, ni en tout cas, ce serait trop fort. En tout cas, non, ma réponse est non, pas le Pour podcast, l'instant, pas OK. Papa PhD tout seul, mais en, en tant qu'intervieweur et en tant que personne qui s'intéresse au domaine, ce que je ressens, c'est que année après année, de plus en plus, je vois, parce que maintenant je suis sur les réseaux sociaux et dans des écosystèmes où il y a des gens qui ont les mêmes intérêts, mais de plus en plus, je vois qu'il y a des universités qui se préoccupent de ces choses-là, qui préparent, qui font des ateliers pour leurs étudiants, tu sais, aux États-Unis, ici, en tout cas un peu partout dans le monde, mais, euh, euh, mais c'est pas encore une vague de fonds super puissante là, mais je pense que ça change. Et je pense aussi que, non, je remarque aussi que il y a d'autres balados qui apparaissent, il y a des gens qui se lancent comme coach carrière pour les doctorants et doctorantes. Donc, je pense pas que en ce moment, les universités se donnent un mandat très fort là-dessus. Je Mmh. pense il y en a pour qui c'est important et qui ont des belles initiatives, mais c'est encore ponctuel à mon avis. OK là, tu me dis au début, bon, je connaissais plein de gens que j'avais côtoyés, pendant Mhm. mes études. Mais là, je pense que ça s'élargit, là, les Oui. gens, là, c'est du bouche à oreille, comment tu fais comme Mark Reed il est en Écosse, hein? Oui. Est-ce que tu as pas travaillé avec lui, là? Non. C'est un Non, non, non. contact que tu as eu, là, hein, Oui, c'est oui, oui. ça? Non, ça, c'était les premières 10 entrevues, 15, disons. Quand OK. tu sais, j'en avais 10, 15, j'ai dit, OK, go, on va avec les personnes que je connais. Après, j'ai demandé à ces personnes-là si elles connaissaient des gens. Euh, Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que depuis le tout début, ben, je suis sur LinkedIn et j'affiche le balado sur LinkedIn Mmh. et j'affiche mes intérêts. Et maintenant, même, j'enregistre en direct sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est un énorme réseau social, Mmh. Mmh. accès carrière, accès Mmh. business. Et donc là, il y a des gens qui ils voient mon contenu et qui viennent vers moi et qui disent David, je connais quelqu'un que tu devrais interviewer. Ou bien qui carrément disent j'ai une histoire à partager avec toi, David. Est-ce que tu serais intéressé? Là, je parle avec eux, je vérifie si ça a du sens. Il y en a des Mmh. fois qui me rejoignent et qui n'ont rien à voir avec le système avec les études supérieures. Ah. Mais donc ça, il y a du filtrage à faire. Mais c'est vrai que ça s'est élargi. Papa PhD maintenant est quand même pas mal bien connu dans le milieu, des, des- des jeunes docteurs, jeunes chercheurs ou chercheurs au doctorat encore. Et je pense que oui, il y a un facteur bouche à oreille, mais après, il y a aussi à la mesure de mes capacités, un certain travail de réseaux sociaux et de promotion qui se fait. Effectivement, effectivement et je vois que tu en passes, il y a le mot étudiant, là, je voulais revenir avec toi là-dessus. Oui, Est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais à tout doctorant, oui. d'éviter le mot étudiant? Ah oui, ça c'était à la saison 1, je pense, de Papa PhD, une étudiante, tu vois, j'allais le dire, une doctorante en Autriche, et Mmh. elle a dit, j'ai arrêté de dire que je suis une étudiante au doctorat. Et dans toutes mes conversations professionnelles, je dis que je suis une chercheuse doctorale. C'est une conversation en anglais, mais que je suis une chercheuse au doctorat ou une jeune chercheuse. Et j'avais jamais entendu cet argument-là. Et j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens. Et ça m'a ramené à un épisode de quand moi je suis arrivé ici. Je te parlais j'arrivais de Mmh. l'aéroport et je voyais l'annonce. Et Mmh. ben, rapidement, j'ai dû trouver une place où rester. Avec des connaissances, j'ai trouvé un coloc. Et là, on cherchait une place où habiter, les deux. Et on était les deux, on avait notre bourse, financièrement, on était stable, on était adultes, tu sais, adultes comme il faut, là. Moi, j'étais plus vieux, comme je disais. Et là, première place qu'on aime,
on arrive, il nous présente la place, et à la fin, il dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Et erreur des erreurs, on a dit, ah, on est des étudiants au doctorat. Et une conversation qui avait l'air très positive, tout de suite, la face de la personne a changé. Elle a dit, ah, ok, désolé, nous, des étudiants, ça ne m'intéresse pas. Et, Hmm, et si ça arrive dans ce type de conversation-là, et que hmm, ça a un effet négatif, mais ça aura aussi un effet délétère, à mon avis, dans des conversations par rapport à des possibles emplois, etc. hmm, Pas, les gens ne feront pas ça volontairement, mais involontairement. hmm, Euh, Quand ce mot arrive dans le nuage terminologique d'une conversation, il y a toute des connotations qui vont s'ajouter et des liens qui vont se faire et des préjugés qui vont être hmm. collés à ce mot-là. Donc, ma recommandation depuis, c'est que les jeunes, quand ils rentrent au doctorat, ils se présentent comme chercheurs ou chercheuses doctorales et qu'ils l'assument aussi en eux. On en a parlé dans la préparation de Hmm. l'entrevue et même envers leur famille, parce Oui, que oui, les familles, souvent, ont de la difficulté et des fois posent des questions confrontantes. Et comment ça, tu as tel âge et tu es encore aux études? ouais, c'est ça, exactement. Et non, un doctorat, c'est du Comme, travail. C'est du c'est pas travail perçu. ardu. Ouais, c'est du travail ardu, mais encore là, c'est de la recherche, puis tu peux pas garantir le résultat, puis c'est difficile de faire comprendre ça aux gens. Alors, Ah oui, c'est difficile, et en effet. donc, il y a comme des. Ça, c'est sûr qu'on n'y peut rien, là, mais justement, éviter ces écueils-là, comme dire, je suis aux études, je suis étudiant ou étudiante, à éviter, parce que les gens vont dire, mais ouais, mais tu pourrais gagner ta vie, tu as Mhm. déjà une maîtrise, pourquoi tu prends tant de temps pour faire. Mais c'est parce que ce que ces gens-là ne voient pas, puis que nous, on voit, c'est qu'on va améliorer les choses avec. Oui. Alors, Oui, et que si on a des téléphones cellulaires aujourd'hui, chacun dans notre poche, c'est parce que quelqu'un a fait des doctorats et des maîtrises il y a plusieurs années. Et donc, effectivement, il y a des frontières, il y a des frontières de la connaissance qu'il faut défricher, et ça prend ça. ça Et prend donc, ça. ouais. Effectivement. Puis après ça, quand tu as fini ton doctorat, ben là, tes parents vont dire, hey, mon fils a fait son doctorat. Ben, tu sais, moi, je sais, j'ai tout vécu ça. C'est comme, Mais oui, ah, ben là, pourquoi tu fais ça? Puis quand tu l'as fait, ben là, c'est une fierté. Ben c'est une oui, ben fierté, oui. c'est Ah non, ça, c'est sûr, c'est sûr. exactement. Et qu'on voit quand même qu'il y a une ambivalence. Ils sont fiers, mais en même temps, ils se demandent pourquoi prendre tant de temps, Ouais, effectivement, là, c'est effectivement. difficile et souvent on se retrouve à expliquer et à réexpliquer Mm. le sujet de notre thèse et c'est difficile de sortir satisfait de ces conversations. Et donc je pense que l'idéal c'est de vulgariser, de ne pas aller trop dans le détail et de parler d'avoir des exemples Justement, d'application. je pense que celui que tu as interrogé la dernière fois, il parlait de ça, d'espèce de créer un cadre de référence pour ce genre de conversation-là. Oui, Et soit que ça marche ou soit que la personne tourne des talons et s'en va. et ça en va. C'est oui, oui, oui. Ah mon Dieu, oui, Tu te c'est vrai. rappelles, moi j'avais trouvé ça, c'était un jeune, je pense qu'il commençait, un jeune Oui, ah mon Dieu, français. maintenant Attends un petit le peu, nom. je ne le vois pas sur ton site. Je Sur crois que c'est. LinkedIn, c'est Ah, ça? non, C'est je suis sur ton site Internet. OK. sur le site. OK. Sur LinkedIn? OK. Parce que je pense que c'est Arthur Lynn. C'est C'est en ça, français. C'est Arthur exactement, Lynn. c'est ça. Oui, oui, L'épisode, c'est ça. Je suis oui. encore en Oui. train de travailler l'épisode Ah, d'accord. audio, mais il est sur LinkedIn, en effet. Oui, oui, oui. Ah, quelle belle conversation avec lui. Mais c'est ça. Lui, après, c'est ça. Si la personne, si ça marche pas, la personne, on investit jusqu'à X. Et C'est après, si ça. la personne est engagée, bon, on peut continuer. Sinon, la conversation termine. C'est ça. Exactement. Puis t'es pas meilleur, t'es pas plus, t'es en bon terme quand même avec la personne. Je trouvais Oui, ça, c'était intéressant. Donc, lui, il c'est se diplomatique. respectait dans sa démarche. Oui. Puis il donnait la chance à l'autre. Puis après ça, ben, regarde, on change de sujet de conversation. Voilà. C'est ça, je pense qu'il faut aussi peut-être amener à développer. C'est peut-être pas les universités ou les ateliers de préparation de doctorat qui peuvent amener ce débat-là, mais c'est Mhm. comment évoluer dans nos relations avec de tous les jours, parce que tout le monde n'a pas profil de chercheur et puis c'est pas évident, là. Oui. Moi, j'ai parlé avec le scientifique en chef du Québec sur le podcast et Mhm. une des choses que je trouve qui est importante et sur laquelle elle travaille, bien sûr pas assez vite au goût de la communauté des jeunes chercheurs, là, mais c'est d'apporter une mon Dieu, légitimité au statut.
de Mhm. jeunes doctorants, de jeunes Mm. doctorantes, et payer ça comme il faut, etc., etc. Et ça, il y a un côté politique là-dessus. Puis il m'a expliqué il y avait des retombées, des effets, ou en tout cas des échos des mesures qui pourraient être prises sur les impôts que les gens payent. En tout cas, c'est compliqué, mais moi, je pense que quand, là, je suis en train de dire aux gens, dites que vous êtes un chercheur ou une chercheuse, Mhm. quelqu'un qui travaille pour la recherche. Mais après, c'est vrai que si tu te retournes vers ton compte de banque et tu t'es comme un peu comme déçu et ton cœur fait squeak, Mhm. Mhm. ça peut avoir l'air d'être juste du vent. Mais qu'on commence à le dire, mais après qu'on commence aussi, que la communauté commence à réclamer plus de légitimité, plus de reconnaissance, des salaires, Descend. Mhm. des ententes décentes. Parce que une fois que ça sera fait, je pense que là, les gens auront plus tant de mal que ça de justifier à leurs parents. Le jour où le doctorant, la doctorante fait 60 000 par année et est en train de mettre de l'argent de côté pour la retraite, etc., etc., la difficulté de la conversation va disparaître, à mon avis. J'ai déjà côtoyé des gens quand je m'entraînais justement cardio-plein-air. Il y avait une étudiante qui hésitait, elle dit, est-ce que je fais un post-doc ou j'en fais pas? Puis finalement, elle dit non, j'en fais pas pour la raison que pour elle, c'était elle devenait du cheap labor pour Ouais, l'université. voilà. Parce que je pense qu'elle gagnait quelque chose comme 25 000. Puis après ça, elle devient très, comme elle dit, là, je vais devenir comme dans un créneau très, très pointu. Fait que Mhm. ça va être difficile d'être employée. Elle était dans le domaine pharmaceutique. Alors, elle OK. a décidé de s'en aller en pharmacie, travailler là avec les meilleures conditions. Donc, tout Ben oui, ça fait qu'on est dans l'économie du savoir aujourd'hui. ben oui. Mais quand on regarde ce dont on a parlé, c'est tous des freins au développement de l'économie du savoir. Autant de freins. Oui. Les gens qui, aussi, on n'a pas parlé de ceux qui abandonnent en cours de route. Là. On parle de ceux qui se sont rendus au bout, mais Ah oui, parce qu'il y et il en y a en a, aussi oui. Ben qui oui, après 4 ans, 5 ans, ils laissent tout cela. Puis ça, c'est une c'est autre sûr. perte aussi. Là. Oui. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, David, d'être venu partager ton expérience avec nous. Ça fait Puis vraiment plaisir. on va se retrouver sur le tien dans quelques temps. On Oui, va faire. Tu es venu me rendre visite, mais je vais aller te rendre tu visite sur viendras ton. rendre visite sur Papa On va PC faire avec ça. grand plaisir, parler de ton expérience. Oui, C'est intéressant que tu parles de ceux qui arrêtent, qui font des arrêts de thèse. oui. Il y a eu une invitée qui s'appelle Anne Bonlarron, Mhm. que j'ai découvert dans l'entrevue qu'elle avait arrêté et la raison. Mais je m'enligne pour en faire une en anglais maintenant parce que je trouve que c'est important de parler de. Juste parce qu'ils ont arrêté, ils arrêtent plus. Pour moi, ils n'arrêtent pas de faire partie de la communauté et d'être des gens Oui, ils ont qui sont déjà à. publié, ils ont déjà organisé des Ouais, colloques. c'est ça. Et c'est des gens Euh, qu'il faut garder la absolument. tribu, dans le village, et apprendre de ce qu'ils ont vécu et comprendre pourquoi c'est ça, c'est pourquoi tout ça est Mm. arrivé avec eux et comment ils vivent ça, comment ils ont dépassé ça aussi. Parce que je suis sûr que Ouais. ça aussi, ça doit amener des émotions difficiles Je vois que à sur les sublimer. CV, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années, ces gens-là vont marquer, ont fait leur scolarité sur leur CV, vont marquer, ont fait la scolarité de doctorat, parce qu'il y a toujours une scolarité, ou ils vont marquer 5 ans au doctorat, mais OK, des choses comme ça. Donc, c'est bien. je pense Oui, que ça commence à faire sa place, autrement dit. en C'est effet. devenu vu comme un atout et non plus comme un échec pour Mais oui, l'emploi. mais c'est merveilleux. Je suis super content d'entendre ça. J'avais jamais Mhm. entendu Mais moi aussi, aucun. j'étais surprise parce que Merveilleux. C'est c'est une très ça. bonne nouvelle. Ben, je vais te laisser Très bien. retourner à ton travail, Merci. puis on garde le contact, on va se reparler très bientôt. Mais Merci oui, beaucoup, c'était un David. grand, grand plaisir. Merci à toi, Cindy. Merci. Bye bye.